Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette étape numéro 18, étape animée aujourd'hui par 4 hommes. On va revenir sur cette échappée. Spoiler, elle a été au bout, mais bon, les mecs qui me disent « Ah, tu vas spoiler les résultats de la course ». Normalement, quand vous regardez un débrief, c'est que vous avez déjà vu la course ou vous voulez connaître le résultat. Sinon, faut pas regarder un débrief, les mecs. Bon, on va revenir à tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Note de l'étape, bilan des Bleus, les coureurs au top. On parlera également du côté de cette étape. J'enlève ça, je prends ça. Des sondages, vous avez posé une question hier qui était très intéressante par rapport à l'étape du jour. Je vous ai même posé 2 questions. Voilà, par rapport à la suite de ce Tour de France et à l'étape du jour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pense que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment la Coupe du Monde de football féminin, avec la première journée qui est en ligne. Ça sera, je pense, tous les soirs vers 18h. La vidéo sera en ligne. Voilà, je pense que c'est un bon horaire. En rentrant de la plage, en rentrant du travail, ou de je sais pas quelles sont vos activités, ça sera nickel. N'hésitez pas également, quand vous abonnez à la chaîne, et si vous voulez soutenir la chaîne, à faire un super thanks. Vous pouvez aller voir EPS 2.0 sur la plateforme de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'aller voir TikTok et de vous abonner à TikTok. Comme ça, vous avez du contenu différent de ce que vous pouvez retrouver sur YouTube. Sur YouTube, c'est du contenu long. Sur TikTok, c'est du contenu beaucoup plus court. Je suis content ce soir pour une raison, c'est que le pronostic que j'ai fait ce matin de mettre Casper Asgreen dans mes favoris, alors je sentais que l'étape pouvait se jouer dans cette situation-là. Je savais que Asgreen allait partir en échappée. De là à ce qu'il gagne l'étape, bon, il y avait un petit peu de pifomètre quand même. C'est la 2e fois que ça m'arrive avec Fausto Masnada sur le Giro. Et des fois je suis pas mauvais en pronostic quand même. J'aime bien me jeter des fleurs là-dessus. Mais c'est vrai que oui, j'avais fait Masnada vainqueur sur le Giro en échappée. Il avait gagné sur le Giro le soir. Et donc là, j'ai refait ça avec Casper Asgreen. Ouais, je pensais que l'étape aujourd'hui allait jouer de cette manière pour plusieurs raisons. On a eu le col de la Lose hier. Les coureurs ont fini dans les délais, mais bon, ça a été quand même une grande souffrance physique avec de l'altitude. On est en 3e semaine de Tour de France aussi. Et je me disais, il y a des équipes qui ne vont pas collaborer avec Alpecin. Par contre, quand j'ai vu l'échappée ce matin, je me suis dit, à 3, ça va être dur. Et puis après, j'ai vu les 3 noms. Et là, j'ai vu, ah ouais, d'accord. Ouais. Quand j'ai vu les noms, il faut savoir que j'ai pas vu le début de l'étape. Encore une fois, quand je vous dis, je regarde là, aujourd'hui, j'ai pas vu le début de l'étape parce que j'étais en train de regarder le foot et je pense que j'étais en train de débriefer le foot, mais je regardais sur Pro Cycling Stats et le groupe Eto sur la page Twitter du groupe Eto. Et quand j'ai vu les 3 noms, je me suis dit, ah, ça peut être du lourd. Et puis après, je me suis dit, le peloton, ils ont quand même bien réagi parce qu'ils leur mettent que 1 minute 20 d'avance. Donc, ils gèrent bien l'affaire. Sauf qu'en fait, devant, ils étaient très costauds. Et puis, je pense que dans le peloton, on a cru qu'on gérait la situation. On ne gérait pas la situation. Et les coureurs étaient fatigués par rapport à l'étape d'hier. Et ça s'est fait au mental, par rapport aussi aux 2 semaines et demie de course qui ont été sur un très très gros rythme. Et je pense que devant, ils ont extrêmement bien joué avec le peloton. En même temps, avec Campenart, c'est quand même un vrai spécialiste. J'ai commencé à m'inquiéter sur la possibilité que le peloton puisse gagner au sprint. C'est quand j'ai vu les attaques dans la petite bosse à 4e catégorie, pendant que j'étais en train de faire le montage de la vidéo de présentation de demain. Et là, je me suis dit, putain, il y a quand même pas mal d'attaques. Ça veut dire que dans le peloton, on a du mal à rouler fort. Ça va avoir des conséquences sur la suite de la course. Et ça a eu des conséquences parce que des mecs, ils ont réussi à résister. Parce que c'est des costauds, parce qu'en plus, ils ont récupéré une corne. Mais c'est parce que c'était des costauds et surtout que c'est des... Enfin, Campenart, ça a quand même bien aidé à ce que ça aille au bout en faisant le tempo jusqu'aux 500 mètres. Et après, ils avaient 7-8 secondes d'avance, mais c'était suffisant.
c'était suffisant parce qu'ils avaient quasiment rien perdu entre le dernier virage et les 500 mètres. Donc c'était vraiment l'idéal. Et oui, belle victoire. Et puis c'est bien quand le peloton se fait avoir. Ça arrive pas tant de ça que fois. Ça arrive plus souvent sur les grands tours cette année que sur les autres courses à étapes parce qu'il avait fallu attendre le Giro quasiment pour avoir la première échappée vainqueur. Enfin, c'était au Tour des Alpes, je crois que c'était arrivé. Et ouais, belle victoire. Ça fait du bien. Voilà, à la Quick Step, parce que le Tour de France a été compliqué, très compliqué même pour la Quick Step, pas de grands résultats. Et Casper Asgreen, ça va lui faire du bien aussi parce que l'année n'a pas été facile. L'année dernière, il marchait bien, mais il n'avait pas eu les résultats parce que pas une équipe très solide autour de lui. Là, cette année, ça a été compliqué parce qu'il marchait pas top. Super bien, donc même dans les courses ou même dans le Tour des Flandres où il part en échappée, puisqu'il est dans le groupe qui part en échappée, on avait senti que la patte n'était pas excellente et que c'était grâce à ce coup tactique qu'il avait pu faire un résultat, mais que les jambes n'étaient pas bonnes. Donc on avait des petites inquiétudes. Et là, ça fait du bien de le voir gagner en solide. Et puis, première victoire d'étape sur le Tour de France pour Casper Asgreen. Donc ça, c'est vraiment bien également. On passe au sondage. Je vous avais posé 2 questions. La première question, c'était qui va gagner l'étape, sprinter ou baroudeur? Vous aviez mis à 76% les sprinters, donc je salue les 24% qui ont mis les baroudeurs, qui ont osé. La chance sourit aux audacieux. Et puis, deuxième question, c'était est-ce que Simon Yates peut-il finir devant Adam Yates au classement général? On aurait dit une question moyenne du Moscato Show. J'ai eu cette idée hier soir, je n'avais pas beaucoup d'idées hier soir, j'ai eu cette idée-là. Oui à 15%, non à 85%, et bien ça on verra après l'étape du Markstein, si vous avez raison ou non. Note de l'étape, j'ai mis 15 sur 20, le suspense à la fin, même si l'étape n'était pas hyper passionnante avant, mais les 25-30 derniers kilomètres, avec les quick steps qui se mêlaient à la lutte devant pour emmerder les coureurs, où on commençait à voir que les équipiers tenaient de moins en moins longtemps, ça a été très intéressant. Et puis cette bagarre dans le final, moi ça m'a rappelé... la première fois que je vois ce genre de situation, ça m'a rappelé par exemple un Paris-Tour. Alors c'est Paris-Tour 2006-2007 où ça joue à pas grand-chose. Ça m'a rappelé ça, mais bon, parce que c'est un souvenir vieux donc qui est resté dans ma tête. Mais c'est pas la première fois qu'on voit ces petits groupes comme ça résister au bout. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué parce que normalement les équipes de sprinters se font de moins en moins avares, mais c'est à peu près dans le même niveau aussi que la victoire de Mohoric qui avait réussi à résister au peloton avec la porte à ses trousses également, avec une échappée qui avait réussi à se recomposer. Mais là les mecs sont partis le matin. Chapeau pour ces 4-là, surtout 3 de ces 4-là qui ont fait une belle perf. Je sais pas qui aura le meilleur, le prix de la combativité, mais moi je l'aurais bien mis à Campenart. Le prix de la combativité aujourd'hui, je ne sais pas à qui il a été distribué. Je rappelle que j'enregistre, c'est 18h16 et que j'ai pas regardé Vélo Club. Là j'ai vraiment enregistré juste après l'arrivée. Parce que le temps de faire TikTok, le temps de préparer la vidéo, ça s'est fait juste après. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, les coureurs français dans des équipes, les coureurs français ou les coureurs étrangers dans les équipes françaises. Il y a quand même un mec qui m'a reproché dans les commentaires, je trouve ça exceptionnel, parce que je mettais des coureurs étrangers dans le bilan des Bleus. C'est pas le bilan des Français, c'est le bilan des Bleus. Bleu, c'est beaucoup plus vague que le bilan des Français, quoi. Putain. Alors, il y a des gens qui sont formidables. C'est pour ça que j'ai pas appelé ça le bilan des Français. Si je parlais que des Français, j'aurais appelé ça le bilan des Français. Le bilan des Bleus, c'est parce qu'il y a quelque chose un petit peu de différent. Et je l'ai expliqué en plus à plusieurs reprises, je le dis assez souvent quand même. Bon. Et en plus de manière bien violente dans les commentaires, c'est pas avec un peu de tact. Bon, le tact, il y a des gens qui connaissent pas. On commence avec le bilan des Bleus. Ça n'a pas été une bonne journée pour les Bleus. Aujourd'hui, personne dans l'échappée. Bon, on a vu un petit peu Julien Alaphilippe, mais j'en parlerai un petit peu après dans cette vidéo. Je ne vais pas en parler tout de suite. Ça a été une journée compliquée pour les Bleus.
Je vais mettre des flops. Aujourd'hui, premier flop, c'est Nason. Un peu déçu qu'il n'ait pas tenté quelque chose, Oliver Nason. Je pense que c'est le type d'étape qui pouvait lui convenir. Je pense à un autre Français aussi qui est dans une autre équipe, qui a la Groupama FDJ, Olivier Legac. Ça aurait pu être intéressant aussi, hein. C'est un bon rouleur, Olivier Legac. Je pense qu'il y avait quelque chose à tenter. Après Groupama FDJ, pas comme s'ils avaient tenté beaucoup d'échapper depuis le début de course. Et Oliver Nason, ouais, bon voilà, alors oui, il y a Félix Gall un peu à protéger, mais bon, je pense qu'il a assez de personnel. En plus, souvent quand même en troisième semaine, le peloton est quand même beaucoup moins nerveux, l'approche des sprints. Tout le monde est à peu près à sa place, donc c'est plus facile de rester à l'avant du peloton qu'en première semaine où tout le monde est frais. Donc voilà, ouais, je m'attendais à voir Nason en échappée. Je pense que c'était vraiment une étape qui pouvait lui convenir. Ça aurait pu convenir également à Olivier Legac sur ce type de parcours-là. Du côté du bilan des Bleus, Cofidis en flop. Ça n'a pas été la journée de Cofidis. Pérez qui abandonne, enfin qui prend pas le départ pour raison personnelle. Alors j'espère que c'est pas un truc trop grave pour lui. Simon Geschke malade. Obligé d'abandonner aujourd'hui à quelques jours de l'arrivée. C'est toujours frustrant parce que les mecs hier, ils ont passé le col de la Lose. Pour beaucoup, ils voient déjà le pied de la Tour Eiffel. Bah, lui, il a vu que le pied de la Tour Eiffel, il n'a pas vu le sommet. C'est toujours frustrant, mais très très frustrant et pour le coureur allemand. Et puis Victor Lafay en difficulté pendant toute l'étape, qui n'est pas remis de sa chute à l'arrivée du contre-la-montre. Chute un peu bête, hein, vraiment, ça va pas le mettre en valeur de montrer ces images, mais vraiment une chute très bête de la part de Victor Lafay, voilà, un saut de concentration dans le final où il tombe, on pourrait dire un petit peu comme une merde. Alors il s'en a amusé, mais voilà, il a des petites douleurs au niveau du genou notamment. Et puis Brian Cocard qui n'a pas fait un grand sprint, hein. Brian Cocard, de toute manière ils avaient mis personne à rouler du côté de la Cofidis. Il finit, que je retrouve, Cocard 21e avec Sam Welsford. Il n'a pas dû trouver l'ouverture, et puis c'est vrai qu'il a pu Alexis Renard, donc c'est pas forcément évident. Il n'y a plus qu'Axel Zinglet, et Axel Zinglet, il a une bonne pointe de vitesse, mais il n'aime pas frotter. Il l'avait dit à plusieurs reprises en interview, c'est pas forcément le truc qu'il aime le plus. Donc c'est vrai que pour aider Brian Cocard, c'est un petit peu compliqué. Il n'y a plus Geschke. Vous avez Yann Izaguirre et Guillaume Martin, c'est pas les coureurs qu'on va affecter autour de Brian Cocard. Donc, et puis peut-être qu'il était un petit peu fatigué aussi, Brian, et qu'il mise peut-être sur l'étape de demain ou sur l'étape des Champs-Élysées. Mais sans train, ça risque d'être un petit peu compliqué quand même sur l'étape des Champs-Élysées. Et puis je termine avec un dernier flop du côté des Bleus. Christophe Laporte, voilà, seulement 9e aujourd'hui, avec le départ de Van Aert. Ça lui laisse une porte vraiment grande ouverte, mais pas si ouverte que ça, parce que Vingegaard, il a été largement aidé, notamment par Nathan Van Hooydonck, qui roulait devant lui pendant une partie de l'étape, notamment dans le final. Donc c'est forcément des éléments qui peuvent pas aider Christophe Laporte, donc il a dû se débrouiller seul, et c'était pas forcément l'idéal pour lui. Alors il fait 9e de l'étape, c'est pas catastrophique, hein, encore une fois, mais c'est vrai que avec un petit passage en faux plat montant, ça aurait pu bien le faire pour Christophe Laporte. Bon, il en a manqué un petit peu aujourd'hui pour le coureur français. Peut-être que ça passera demain. Du côté de Poligny, on passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Premier coureur au top, Kasper Asgreen. Ah ouais, mais ça va faire du bien. Ça va faire du bien au coureur danois. En plus, c'est vrai qu'il a jamais été vraiment en réussite sur le Tour de France, Asgreen. Du souvenir que j'ai lointain, je n'ai pas vérifié au niveau des résultats, mais qu'il n'avait jamais vraiment fait de très très grands résultats sur les différents Tours de France qu'il avait eu, à part peut-être un contre-la-montre ou deux. Mais du côté de Kasper Asgreen, il a couru de manière très intelligente. Dans le final, il n'a pas craqué, parce que quand Campenhart s'écarte, il aurait pu vouloir lancer aux 400 mètres et se planter lamentablement. Mais non, il était sûr de soi, il était sûr de son avance. Et il s'est dit, je vais partir aux 250 mètres, aux 225 mètres. Et il est parti aux 225 mètres quand il voulait. Et ensuite, dans un sprint comme ça, en léger faux plat montant,
comme sur le Tour des Flandres. Il est très fort, Asgreen. C'est un mec qui a quand même battu Van Der Poel au sprint. Et sur une étape où on a quand même roulé à 44 sur un Tour de France qui a été très fatigant pour les coureurs, bah forcément, lui, plus c'est fatigant, plus il est performant qu'Asper Asgreen. Mais il a été très costaud. Il peut dire merci également au travail qu'a réalisé la team de Klerk et Alaphilippe derrière, parce qu'ils ont vraiment cassé des relais les deux. Voilà, hein, Alaphilippe, à des moments, il s'est même fait un petit peu bousculer par certains équipiers ou certains sprinteurs, parce que voilà, hein, et ça a embêté les équipes de sprinteurs, mais il a cassé les relais pendant au moins 15 bornes. Et de Klerk après derrière les deux faisaient la même chose, c'est-à-dire de casser énormément le travail en tête du peloton. Forcément, ça a permis à Asgreen de garder un petit pécule d'avance. Les 8-9 secondes qu'ils ont eu sous la flamme rouge, bah c'est dû peut-être aussi au travail de Julien Lafilippe et de Tim de Klerk. Donc je pense que les deux auront le droit à un petit supplément côte de porc. Et puis du côté de... ou entrecôte, je sais plus ce qu'il avait dit à Lafilippe qu'il voulait manger. Je crois que c'était une entrecôte d'1,5 kg. Mais surtout du côté d'Asgreen, ça va faire du bien la Soudal Quick-Step. Le Tour de France a été extrêmement difficile pour eux. Jusqu'à maintenant, c'était l'équipe qui avait marqué, enfin sur les 2 premières semaines, c'était l'équipe qui avait marqué le moins de points UCI et qui avait quasiment gagné le moins d'argent en prime sur ce Tour de France. Avec un Jacobsen qui n'a pas été dans le coup, mais voilà, ils avaient avec un Alaphilippe qui a énormément attaqué, mais au final qui a attaqué un petit peu dans le vent. C'était un Tour de France très compliqué. Ça sauve leur Tour de France parce qu'on était parti vraiment sur un Tour de France où il n'y aurait pas de victoire, où ça serait très compliqué. Et Asgreen, pour moi, c'est quand même un mec qui a porté sur les classiques flandriennes cette équipe il y a 2 ans, parce qu'ils n'avaient pas forcément eu des super résultats. Je trouve que c'est un coureur quand même qui porte énormément aussi la Quick Step. On parle beaucoup de Remco Evenepoel, forcément, puisqu'il est au niveau des 3 ogres, enfin des 2 ogres plutôt. 3, oui, avec Van Aert. Mais dans ce cas-là, on met aussi Van Der Poel. Asgreen, il a aussi apporté des résultats à cette formation. Et je trouve que voilà, c'est une belle perf de la part du Danois qui a fait un bon résultat sur cette étape. Puis en plus, je suis bien content de la manière dont il a couru, de la manière dont ça a collaboré dans le groupe. C'était vraiment bien. Deuxième, Campenart. Bah ouais, parce que Campenart, c'est l'équipier que beaucoup de sprinteurs voudraient avoir. C'est l'équipier qu'on voudrait avoir dans beaucoup d'équipes. Et c'est un coureur qu'on aimerait avoir dans pas mal d'équipes françaises, je pense, Campenart, qui pourrait être intéressant dans pas mal d'équipes françaises. C'est un super rouleur, parce que certains l'ont critiqué sur sa performance du contre-la-montre. Bah parce qu'il a fait le contre-la-montre à 2 à l'heure. Là, il l'a fait en dedans, le contre-la-montre, Campenart. Parce que c'est plus son objectif, les contre-la-montre, parce qu'il sait qu'il y a meilleur que lui. Mais ça reste quand même un coureur qui est un super rouleur et surtout qui a beaucoup travaillé son endurance, son travail en tant que baroudeur depuis 2-3 ans. Voilà, c'est un coureur, quand il a été chez Dimension Data, qu'on avait vu énormément dans les échappées. C'est pas passé loin pour son équipier Encorn. Bon, il a manqué un petit peu de force par rapport à Asgreen. Je pense qu'il a fait un gros effort pour revenir sur le groupe de 3 et je pense qu'il lui en manquait un petit peu au final à Pascal Encorn. Mais voilà, belle performance également de Campenart. Ça sauve aussi un petit peu quand même la course de la Lotto Destiny parce que il y a eu quand même quelques résultats autres. Mais c'est vrai que là aussi, Caleb Ewan qui est parti, ça a mis une mauvaise ambiance, je pense, dans l'équipe. Et ce résultat de Campenart va faire du bien. Puis pourquoi pas un Maxime Van Gils du côté du Markstein en échappé. Même si l'échappé aura peut-être du mal à se former, parce qu'en plus du côté du Markstein, l'étape est courte, mais bon, on peut toujours espérer. Et puis du côté de Victor Campenart, ça fait du bien aussi quand même de le voir à l'avant de la course, parce que c'est vraiment un mec qui bosse énormément, qui est un mec qui on sait, c'est un dingue de matériel. Par exemple, Campenart, tout le monde dit dans les pelotons que c'est le mec qui bosse le plus sur le matériel. Dès qu'il y a une trouvaille, dès qu'il a une idée, il la met en place. Du côté de Campenart, ce qui est très intéressant aussi, c'est que c'est un coureur qui n'hésite pas à se sacrifier pour les autres. Voilà, un coureur qui est un peu à la Nils Pollitt, quoi, qui se sacrifie pour les autres. Et moi, j'ai bien aimé aussi l'attitude de Asgreen, qui a été le saluer à l'arrivée,
parce que, enfin, saluer à court de l'Auto Destiny, mais je crois que c'était Campenart, d'hélicoptère. Parce que, oui, il sait Asgreen que si la course est allée au bout, si cette échappée est allée au bout, c'est grâce à Campenart. Et il faut saluer ce travail. J'espère qu'il a le dossard du plus combatif, parce que ce serait totalement mérité pour lui. Il a fait les plus gros relais dans le final. Enfin voilà, il s'est vraiment sacrifié, il a fait un énorme job. Et il faut saluer le travail de Campenart, même si voilà, le résultat, c'est la deuxième place, c'est pas la victoire. Mais aujourd'hui, pour prendre la deuxième place, il fallait déjà être très, très, très solide. Je continue avec Chesbol. Pourquoi Chesbol? Sixième de l'étape, Chesbol, c'est bien. C'est-à-dire qu'il a fini troisième du sprint. Derrière, Philipsen et Pedersen sur un sprint comme ça en petit léger faux plat montant. Ça veut dire qu'il a fait une très belle performance, surtout sur ce Tour de France. Donc très bien, Chesbol, voilà, avec le coureur d'Astana. C'est pas simple chez Astana, parce qu'on avait misé sur Cavendish. On sentait que Cavendish avait vraiment des bonnes jambes, que ça pouvait faire quelque chose de très intéressant. On avait misé également sur Lutsenko pour le classement général, et on peut pas dire que ça ait vraiment fonctionné. Donc c'est pas un Tour de France si facile que ça, même si c'est quand même moins catastrophique que d'autres formations. Et donc ouais, Chesbol, 6ème place, 3ème du sprint, c'est vraiment bien. Voilà, belle perf de la part du Néerlandais. C'est pas un mauvais sprinter, Chesbol, mais c'est un sprinter qui est performant quand les autres sont fatigués, quand la course a également été exigeante. Quand il gagne sur Paris-Nice, c'est un jour où il y a des bordures, c'est un jour où ça roule à fond. C'est là où il est le meilleur. Et donc ça se voit aujourd'hui sur une étape qui a été quand même rapide, 45 à l'heure. Parce que les coureurs sont partis assez tard ce matin, ils sont partis à 13h35. Parce que Franck Ferrand disait le vélo club va être raccourci pendant toute la journée. Sauf que c'était prévu comme ça sur les horaires de départ, qu'ils arrivent plutôt après 17h30 qu'avant 17h30. Donc ça a quand même pas chômé sur cette étape. De toute façon, 85 km en 4h06, ça veut dire que ça a roulé un petit peu quand même. Mais bon, Franck Ferrand n'allait pas pouvoir faire sa chronique sur Gaspard de Montmirail dans Vélo Club, donc il était déçu. Voilà. On poursuit avec Philipsen. J'ai failli le mettre en flop, Philipsen. Alors, je l'ai mis en top parce qu'il prend la 4ème place, que ça fait des points au niveau du maillot vert. Bon, il n'a plus besoin de points du maillot vert, mais il a encore montré à tout le monde que c'était le meilleur sprinter. Et pourtant, il n'y avait plus beaucoup d'équipiers dans le final, parce qu'il y en avait beaucoup qui s'étaient cassés les dents sur les 4 de devant. Par contre, j'ai pas aimé son attitude sur Pascal Encorn. Alors certains ont dit que c'était un comportement de mafieux. J'espère qu'ils disaient ça à l'époque également de d'autres coureurs. Ça se fait assez souvent qu'il y a des coureurs comme ça qui essaient de bloquer le passage à d'autres coureurs en échappée. C'était Thomas Voeckler qui disait que c'était Tom Boonen. Il est pas pote avec Tom Boonen, grosso modo, parce que à chaque fois qu'il essayait de partir en échappée, Tom Boonen, il essayait de mettre un de ses équipiers devant pour lui bloquer le passage. Je sais plus c'était quel Tour de France, il a dit, et ils n'étaient pas très potes, voilà. Ils n'étaient pas copains comme cochons avec Tom Boonen, parce que Tom Boonen, il en avait marre que Voeckler parte en échappée et que ses équipiers soient obligés de rouler comme des demeurés derrière Voeckler. Mais ça s'est fait en tout temps, mais c'est vrai que voilà, c'est un peu, c'est anti-sportif. Tout simplement, c'est pas vraiment fair play de la part de Philipsen. J'espère qu'il y aura une pénalité, voilà, une amende du côté de Philipsen pour ce comportement-là, parce que voilà, c'est pas très fair play de sa part, c'est même pas fair play du tout de sa part. Alors oui, ça se fait, ça s'est déjà fait dans le peloton, mais bon, si ce type de comportement-là pouvait disparaître des pelotons, ça serait pas plus mal. Parce que voilà, ouais, c'est pas le top. Alors, certains se sont tout de suite exclamés c'est la mafia, c'est un comportement de mafieux. Non, un comportement de mafieux, c'était un mec qui foutait deux bombes dans le casino d'à côté parce qu'il voulait pas payer sa tunasse, ou qui mettait une tête de cheval dans le lit à côté de son ennemi, une tête de cheval morte. Voilà. Ceux qui ont la référence avec le parrain. Bon, on repasse tout de suite au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne du jour, Intermarché. J'ai pas compris la tactique d'Intermarché. Soit on est sur des jambes de Guermeil, mais dans ce cas-là, on fait un vrai train pour Guermeil. Sauf que là,
Alors, c'était bien en place à 6 km. Quand Calme, je sais plus, c'est à 6-7 km. Quand il monte, il y a Calmejane qui prend un seul relais pendant 10 secondes et ensuite il s'écarte. Alors, il a fait son relais à 100%. Tu sais, c'est quand tu mets 99% sur Pro Cycling Manager et que le mec il tient genre 10 secondes. Il a fait la même chose, Calmejane. Il était à 99%. Il a fait son relais et puis après 15 secondes il s'est cassé. Mais du côté d'Intermarché, donc là à ce moment-là, le train est en place. Je me dis, ah, c'est bien, tu vois. Bon, si on arrive à revenir sur les mecs de devant, mais au moins, bon, tu vois, pour Guilhermet, il y aura un train. Ils ont complètement disparu 1 kilomètre après. Donc dans les 2-3 ronds-points là qui avaient enchaîné, là ils ont complètement disparu, mais vraiment vraiment disparu. Et à la fin, Guilhermet, il fait 17e, je crois, 18e de l'étape. Il y a un vrai problème d'organisation dans cette formation pour lancer les sprints. Hein. Il fait 19e, derrière Niklas Arndt. Il y a un vrai problème d'organisation dans cette formation, ça c'est pas possible. Et moi je me dis qu'en plus Intermarché, enfin je sais pas, mais mon Guilhermet il a pas été si fantastique que ça sur ce Tour de France. Bon, je sais pas moi, mais moi j'aurais tenté de mettre un mec dans l'échappée. Voilà, le matin, j'aurais mis un mec avec Campenhart dans l'échappée, ou j'aurais tenté de suivre avec Encorn, voilà, pour tenter de revenir sur l'échappée. Parce que sur ce Tour de France, Guilhermet, c'est pas assurance Tourisque, pardon. Donc c'est pas voilà, la carte idéale, on sait qu'il peut aller chercher une grande victoire. Surtout qu'en plus, Adrien Petit peut plus faire vraiment le job, parce qu'Adrien Petit, bon, comment vous dire, il est bien tapas quand même, hein, avec sa cuisse. Donc ouais, ça a été assez surprenant quand même, cette stratégie de la part d'Intermarché, mais pas compris. C'est-à-dire, pour moi, il fallait mettre un mec dans l'échappée pour Intermarché. Bon, ils décident de pas rouler, donc dans ce cas-là, c'est qu'ils font pas confiance à Guilhermet, sauf qu'à un moment, ils se replacent complètement en tête pour faire un train, pour ensuite complètement disparaître après derrière. Bon, c'est assez surprenant quand même cette organisation du côté d'Intermarché. Je poursuis avec la DSM. Bon, Sam Welsford 20e, c'est un Tour de France catastrophique de la DSM. Romain Bardet a abandonné, mais de toute manière, est-ce qu'il aurait réussi à être dans le top 10, Romain Bardet? Sa forme avait l'air quand même de faire le yo-yo, et puis il avait des problèmes au niveau des bronches, donc peut-être qu'il aurait explosé dans une autre étape. Le contre-la-montre qui est quand même, on n'était pas loin de la rigolade, entre Welsford qui part en retard, qui rate le premier virage, De Genkolb qui rate le premier virage également. Enfin, ça a été la fête du slip, très clairement, sur ce contre-la-montre. Et puis là aujourd'hui, on finit à 20e. Heureusement, hier, il y a eu Kevin Vermarqueux, même s'il est lâché tôt, mais au moins il est dans l'échappée. Mais c'est quand même un Tour de France où on les a très peu vus en échappée. Sur les sprints, ils ont été inexistants. Pour le général, c'était pas si dingue que ça. Donc en fait, au final, on les a pas vus du côté de la DSM. Alors on les a vus parfois emmener Welsford, emmener Romain Bardet en tête de peloton, mais ils sont quand même passés à côté. C'est bon, c'est dommageable. Et puis quand tu vois qu'hier, un de leurs anciens coureurs s'impose dans une autre formation, ça fait toujours un peu mal. Plus après les propos de Julien Jordi, qui dit que grosso modo DSM ne savait pas faire travailler correctement Félix Gall. Bon, ça fait pas mal de coups de bambou derrière la tête. Et ouais, la DSM sur ce Tour de France, pas top, hein, pas top du tout. Et pour une équipe qui est toujours limite au niveau des points ici et qui sera dans les équipes qui peuvent descendre, hein, on sait que DSM, c'est les équipes qui peuvent descendre, bah, ne pas réussir un grand Tour de France quand Cofidis fait un grand Tour de France, quand AG2R gagne quand même une étape et va avoir un mec dans le top 10, bon, enfin, sauf problème samedi, c'est quand même pas l'idéal en termes de points, parce que le meilleur coureur DSM au général, ça doit être Vermarqueux, moi je dirais. DSM, que je les retrouve. Total Energy. Ah, ils sont en DSM. Non, DSM, ah oui, parce que maintenant il y a un co-sponsor. Au général, c'est Welsford. Ah, il doit y avoir un problème dans mon classement. Parce que oui, il y avait d'autres coureurs, donc oui, mon classement il n'est pas bien à jour.
Hop, mon classement général, voilà, je vous le refais. Hop, il n'était pas à jour, c'est Chris Hamilton, mais comme quoi, oui, c'était pas top non plus. Chris Hamilton qui est 43e en 2h35, 27 de retard. Autant vous dire que je sais même pas si 43, alors ça doit être 5 points ici, un truc comme ça, 43e. Hein. Mais bon, pas l'idéal. Hein, et plus aucun grand résultat pour Welsford. C'est quand même pas un grand Tour de France pour cette formation. C'est dommage parce que Welsford c'est un bon sprinter, mais bon. Et cette année sur le Tour de France, il n'a jamais été dans le coup. Et puis je termine avec Groenewegen. Dommage Groenewegen. Parce que là c'est un sprint qui pouvait lui convenir. Et puis il a fait rouler son équipe toute la journée. On a quand même utilisé et grillé des cartouches qui pourraient servir à Simon Yates samedi. Quand on fait rouler Youn Johnson, Durbridge, qui peuvent servir d'équipier, ramener des bidons et plein de choses samedi, c'est sûr que les faire rouler à fond sur un état comme ça et finir 18e, bon, alors je pense que quand il a vu qu'ils n'allaient pas rentrer, il n'a pas pris de risques au niveau de son sprint. C'est quand même un petit peu dommageable pour Groenewegen parce que voilà, un des coureurs, ils ont roulé toute la journée, ils ont fait beaucoup d'efforts. Quand derrière, après, ça ne matche pas en termes de résultats. Quand tu rentres à l'hôtel le soir, quand tu es dans le bus, bon, voilà, y a des équipiers qui sont pas toujours très sympas quand ils bouffent leur pasta box. Pas des pasta box, bien entendu, qui mangent les coureurs cyclistes. Bon, on a fait le tour. Demain, la Coupe du Monde de football féminin sur la chaîne. Vous retrouverez des vidéos sur TikTok. Bien entendu, la présentation de l'étape à 7h, le débrief à 21h, le débrief des 3 matchs également à 18h du côté de la Coupe du Monde de football féminin. Je rappelle quand même que je ne regarderai pas le match de 4h50, donc je regarderai qu'un résumé, mais je donnerai mon avis sur le résumé de ce match et au résultat de cette rencontre. Et les 2 autres matchs, je les suivrai bien entendu. Et puis voilà, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao!